Salut à tous les amateurs de belle mécanique et bienvenue dans The Deep Dive en Planche aujourd'hui, Ah, dans l'univers fascinant de la McLaren F1, la McLaren F1. une voiture qui n'a cessé de faire rêver depuis sa sortie. C'est un épisode spécialement conçu pour vous, les fidèles auditeurs de Vintage Car Chronicles. Préparez-vous, on va décortiquer ensemble la légende de la F1, de sa conception révolutionnaire à ses performances exceptionnelles. Ah, la McLaren F1. Une véritable icône de l'automobile. Un chef-d'œuvre qui a marqué son époque et qui continue d'inspirer aujourd'hui. Exactement. Et pour comprendre ce qui rend cette voiture si spéciale, il faut remonter à sa genèse. Tout commence avec Gordon Murray, un ingénieur visionnaire qui rêve d'une supercar légère et ultra performante. Murray avait une idée très précise en tête. Une voiture à 3 places avec le conducteur au centre. Un concept audacieux qui promettait une expérience de conduite totalement inédite. Imaginez un peu. Le conducteur au cœur de l'action, une position centrale pour une immersion totale. Une configuration pour le moins inhabituelle. Comment Murray a-t-il réussi à convaincre Ron Dennis, le patron de McLaren, de se lancer dans une aventure aussi folle? Il faut dire que Murray avait déjà fait ses preuves chez McLaren en Formule 1. Il a su transmettre sa passion et sa vision à Dennis, qui a finalement donné son feu vert au projet. Ensemble, ils ont recruté Peter Stevens, un designer talentueux, pour donner vie à la F1. Et le résultat est tout simplement époustouflant. La F1 arbore un design révolutionnaire, à commencer par son châssis monocoque en fibre de carbone. C'était une première pour une voiture de série à l'époque, non? Absolument. Utiliser la fibre de carbone pour le châssis, c'était une véritable prouesse technique. Ce matériau ultra léger et incroyablement résistant a permis à la F1 d'afficher un poids plume, tout en offrant une rigidité exceptionnelle. C'est un élément clé de ses performances hors du commun. Et que dire de ces porte-papillons si emblématiques? Elle donne à la F1 une allure futuriste presque extraterrestre. D'où vient cette inspiration? Eh bien, croyez-le ou non, mais Murray s'est inspiré de la Toyota. Serra, une petite voiture japonaise qui arborait déjà des porte-papillons, mais sur la F1, elles prennent une toute autre dimension. Elles ajoutent une touche de spectaculaire et contribuent à son aura de supercar d'exception. On sent vraiment une attention méticuleuse portée à chaque détail sur cette voiture. J'ai lu quelque part qu'ils avaient même utilisé de la feuille d'or dans le compartiment moteur. C'est vrai. Tout à fait. Et ce n'est pas juste pour le côté bling-bling. La feuille d'or, excellent conducteur de chaleur, servait d'isolant thermique pour protéger le reste de la voiture de la chaleur intense dégagée par le moteur. C'est un exemple parmi tant d'autres du souci du détail et de la recherche de la perfection qui ont guidé la conception de la F1. Parlons-en de ce fameux moteur. Murray tenait absolument à un moteur atmosphérique sans turbo. Pourquoi ce choix? Pour Murray, l'atmosphérique était synonyme de fiabilité, de réactivité et de sensation pure. Il voulait un moteur qui chante, qui vibre, qui transmet des émotions brutes au conducteur. Pas question de turbo qui bride les sensations. Et il a trouvé le partenaire idéal en BMW, qui a conçu un V12 de 6,1 litres, développant la bagatelle de 6,27 chevaux. On parle de 1992, c'était une puissance phénoménale pour l'époque. C'était une véritable bête de course. Ce V12 baptisé S711O2 était un bijou de technologie calage variable, des soupapes double injecteur par cylindre. Les ingénieurs de BMW ont repoussé les limites pour créer un moteur à la fois puissant, souple et fiable. Imaginez le son de ce V12 hurlant à plein régime. J'en ai des frissons rien que d'y penser. Il paraît qu'ils ont utilisé un prototype de BMW M5 Touring pour tester le moteur en secret. Oui, c'est une anecdote savoureuse. Difficile d'imaginer un break familial servir de banc d'essai pour un moteur aussi puissant, mais c'est une preuve de plus de l'ingéniosité et du secret qui ont entouré le développement de la F1. Et le plus incroyable, c'est que ce moteur n'était qu'une partie de l'équation. Incroyable. La F1, c'était aussi une aérodynamique révolutionnaire pour l'époque. Ah oui, parlons-en de cette aérodynamique. J'ai lu que la F1 affiche un coefficient de traînée de seulement 0,032. C'est exceptionnel, surtout pour une voiture des années 90. Exactement. Et ce qui est encore plus remarquable est qu'elle atteint cette performance sans aileron fixe arrière. La plupart des supercars à l'époque misaient sur des ailerons imposants pour plaquer la voiture au sol. Mais Murray a choisi une autre voie. C'est vrai, la F1 n'a pas cet aileron arrière massif qu'on retrouve sur beaucoup de ses contemporaines. Comment ont-ils réussi à obtenir autant d'appui sans aileron? Murray a misé sur l'effet de sol, un principe aérodynamique qui utilise la forme du dessous de la voiture pour créer une dépression et plaquer la voiture au sol. La F1 est une véritable maître-classe en matière d'aérodynamique. Son fond plat, son diffuseur arrière soigneusement sculpté, tout a été pensé pour maximiser l'appui sans ajouter de traînée inutile. Et pour les situations qui demandent un appui supplémentaire, la F1 avait un atout secret dans sa manche. Des ventilateurs. Oui, vous avez bien entendu. 2 ventilateurs en Kevlar étaient intégrés au diffuseur arrière. Ils s'activaient automatiquement au freinage pour aspirer l'air sous la voiture et augmenter l'appui, améliorant ainsi la stabilité et le freinage. C'est ingénieux, on dirait une technologie tout droit sortie d'une voiture de course.
Et il y avait aussi ce petit aileron arrière actif, non? Exactement. Cet aileron se déployait automatiquement au freinage pour augmenter la traînée et stabiliser la voiture. Tout était pensé pour optimiser les performances, que ce soit en ligne droite ou dans les virages. Et la suspension, comment s'articulait-elle avec cette aérodynamique de pointe? La suspension de la F1 était tout aussi sophistiquée que le reste de la voiture Murray, recherchait un équilibre parfait entre confort et performance, une voiture capable d'être à l'aise aussi bien sur circuit que sur route. Pas facile de concilier ces deux aspects. Comment ont-ils réussi ce tour de force? Ils ont opté pour une suspension à double triangulation, un système complexe mais très efficace qui permet d'ajuster finement le comportement de la voiture. Chaque élément de la suspension a été méticuleusement étudié pour garantir une tenue de route exceptionnelle sans sacrifier le confort. Et la répartition du poids a-t-elle joué un rôle important dans l'équilibre de la voiture? Absolument. La répartition du poids était un élément crucial pour Murray. Il voulait un centre de gravité le plus bas possible et une répartition optimale du poids entre l'avant et l'arrière. C'est pour ça qu'il a choisi une configuration à 3 places avec le conducteur au centre. D'accord, je comprends mieux maintenant pourquoi cette configuration était si importante pour lui. Et pour aller encore plus loin dans la recherche de la performance, la F1 était équipée de freins sans assistance. Pourquoi ce choix? L'absence d'assistance permettait d'avoir un feeling plus direct et une meilleure modulation du freinage. C'était un choix audacieux, mais qui s'inscrivait dans la philosophie de Murray de donner au conducteur un maximum de contrôle et de sensation. C'est clair qu'avec la F1, on est loin des voitures modernes bardées d'assistance électronique. C'est une voiture pour les puristes, les vrais pilotes qui aiment sentir la mécanique. Exactement. Et pour compléter ce tableau, la F1 était équipée de pneus spécifiques développés en collaboration avec Goodyear et d'une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports. Une boîte manuelle, ça devient rare sur les supercars modernes. C'est un autre élément qui renforce le côté authentique et sans compromis de la F1. Et l'intérieur, parlons-en. On est loin du spartanisme de certaines voitures de course, non. Pas du tout. Murray voulait que la F1 soit aussi confortable et luxueuse qu'une GT. L'intérieur est un mélange parfait d'élégance et de sportivité siège en fibre de carbone, moulé sur mesure, climatisation, système audio haut de gamme. Waouh, on est loin de l'image de la voiture de course dépouillée. Et chaque client recevait une montre Tagger avec le numéro de série de sa F-Pension. C'est la classe. C'est un petit détail qui montre bien le niveau d'exclusivité de la F1. Murray n'a rien laissé au hasard pour faire de cette voiture une expérience unique à tous les niveaux. Et les performances, parlons-en. La F1 est entrée dans la légende en établissant un record de vitesse incroyable. Oui, en 1988, une F1 modifiée a atteint la vitesse de 386,4 km/h, devenant la voiture de série la plus rapide au monde. Ce record a tenu pendant plusieurs années et a contribué à forger la légende de la F1. Et c'est une performance extraordinaire. Et au-delà de la vitesse de pointe, la F1 était aussi redoutable en accélération et en freinage. Absolument. Le 0 à 100 km/h était expédié en un peu plus de 3 secondes et le freinage était tout aussi impressionnant. La F1 était une voiture capable de performances ahurissantes, mais elle restait étonnamment facile à conduire. C'est ce qui la rend si spéciale, non? Cette combinaison de performance extrême et de facilité de prise en main. Elle n'était pas réservée à une élite de pilotes, mais accessible à tous ceux qui avaient la chance de s'installer à son volant. Exactement. Murray voulait créer une supercar performante, mais aussi utilisable au quotidien. Et il a réussi son pari. La F1 est une voiture qui peut tout faire, vous emmener faire les courses, vous balader sur des petites routes de campagne ou vous faire vivre des sensations fortes sur circuit. Et la F1, ce n'était pas seulement une voiture de route. Il y a aussi eu des versions de course, les fameuses F1 GTR. Ah oui, les GTR. Des monstres de compétition qui ont marqué l'histoire du sport automobile. En 1995, elles ont créé la sensation en remportant les 24 heures du Mans face à des prototypes bien plus puissants. C'était une victoire historique pour McLaren et pour la F1. C'est une preuve éclatante du potentiel de la F1 en compétition. Elle n'était pas seulement une supercar de route, mais une véritable bête de course capable de rivaliser avec les meilleurs. Les GTR étaient des voitures impressionnantes avec leur aérodynamique poussée à l'extrême et leur moteur préparé pour la compétition. On disait qu'elles pouvaient rouler au plafond à 160 km/h, tellement elles généraient d'appui. C'est une image amusante, mais qui illustre bien l'efficacité de leur aérodynamique. Les GTR ont repoussé les limites de la performance sur circuit et ont contribué à la légende de la F1. Et il y a eu aussi des variantes de la F1 pour la route, comme la LM, la HTK et la GT. La LM, c'était une version spéciale produite en série limitée pour célébrer la victoire de la F1 GTR aux 24 heures du Mans. La HDK, c'était une version encore plus radicale avec un kit aérodynamique extrême. Et la GT, c'était une version homologuée pour la route, mais inspirée des GTR de course. Des voitures encore plus rares et plus exclusives que la F1 standard, de véritables objets de collection.
Et saviez-vous que certaines F1 GTR ont été converties pour un usage routier? Oui, c'est assez incroyable. En ajoutant des silencieux, des sièges passagers, en modifiant la suspension et en retirant les restrictions d'air, elles ont pu être homologuées pour la route. Imaginez croiser une de ces bêtes sur une route de campagne. Ça doit être une expérience unique. La McLaren F1, c'est vraiment une voiture à part, une œuvre d'art automobile, un concentré de technologie et de passion. Un héritage incroyable qui continue de fasciner les amateurs d'automobiles du monde entier. On pourrait parler de la F1 pendant des heures, mais il est temps de passer à autre chose. C'est vrai, on a couvert beaucoup de terrain, mais il reste encore quelques aspects fascinants de la F1 à explorer. Par exemple, saviez-vous qu'il existe des versions modifiées spécifiquement pour le marché américain? Ah oui, les fameuses F1 Ameritech. C'est vrai qu'avec son design et ses performances hors normes, la F1 devait forcément faire des vagues aux États-Unis. Mais adapter une voiture aussi radicale aux normes américaines, ça n'a pas dû être une mince affaire. Exactement. 7 exemplaires de la F1 ont été importés et adaptés aux spécifications américaines. Cela impliquait des changements importants, comme la suppression des sièges latéraux pour respecter les normes de sécurité. Imaginez la frustration des propriétaires américains qui devaient renoncer à la configuration unique à 3 places. C'est vrai que ça devait être un crève-cœur pour les puristes. Mais quelles autres modifications ont-ils dû apporter pour que la F1 soit autorisée à rouler sur les routes américaines? Outre les sièges, ils ont dû remplacer les phares, installer un pare-choc avant plus haut et même réduire légèrement les performances pour respecter les limitations de vitesse américaines. Pas facile de brider une bête comme la F1. C'est sûr que ces modifications ont dû faire grincer des dents certains passionnés. Mais au final, l'important, c'est que la F1 ait pu conquérir le cœur des Américains, même dans une version légèrement américanisée. Absolument. Et malgré ces adaptations, la F Ameritech reste une voiture exceptionnelle, un témoignage de l'ingéniosité et de l'audace de Bolden Murray. On a beaucoup parlé de la F1 aujourd'hui, de sa conception révolutionnaire à ses performances de légende, en passant par ses multiples versions et ses anecdotes croustillantes. Mais il est temps de conclure cette plongée dans l'univers de cette icône automobile. Oui, on a fait un beau voyage au cœur de la légende F1. La McLaren F1, c'est bien plus qu'une simple voiture. C'est un symbole de l'ingénierie automobile à son apogée, une œuvre d'art sur roue qui continue de fasciner et d'inspirer les passionnés du monde entier. C'est une voiture qui a repoussé les limites de la performance du design et de la technologie. Un véritable chef-d'œuvre qui restera à jamais gravé dans l'histoire de l'automobile. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode spécial de The Deep Dive, conçu spécialement pour vous, les auditeurs de Vintage Car Chronicles. J'espère que vous avez apprécié cette plongée dans l'univers fascinant de la McLaren F1. Et n'oubliez pas, Vintage Car Chronicles, c'est tous les jours. On vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures automobiles. À bientôt sur les ondes. Et le plus incroyable, Incroyable. c'est que ce moteur n'était qu'une partie de l'équation. La F1, c'était aussi une aérodynamique révolutionnaire pour l'époque. Ah oui, parlons-en de cette aérodynamique. J'ai lu que la F1 affichait un coefficient de traînée de seulement 0,32. C'est exceptionnel, surtout pour une voiture des années 90. Exactement. Et ce qui est encore plus remarquable, c'est qu'elle a atteint cette performance sans aileron fixe arrière. La plupart des supercars de l'époque misaient sur des ailerons imposants pour plaquer la voiture au sol. Mais Murray a choisi une autre voie. C'est vrai, la F1 n'a pas cet aileron arrière massif qu'on retrouve sur beaucoup de ses contemporaines. Comment ont-ils réussi à obtenir autant d'appui sans aileron? Murray a misé sur l'effet de sol, un principe aérodynamique qui utilise la forme du dessous de la voiture pour créer une dépression et plaquer la voiture au sol. La F1 est une véritable maître-classe en matière d'aérodynamique. Son fond plat, son diffuseur arrière soigneusement sculpté. Tout a été pensé pour maximiser l'appui sans ajouter de traînée inutile. Et pour les situations qui demandent un appui supplémentaire, la F1 avait un atout secret dans sa manche. Des ventilateurs. Oui, vous avez bien entendu. 2 ventilateurs en Kevlar étaient intégrés au diffuseur arrière. Ils s'activaient automatiquement au freinage pour aspirer l'air sous la voiture et augmenter l'appui, améliorant ainsi la stabilité et le freinage. C'est ingénieux. On dirait une technologie tout droit sortie d'une voiture de course. Et il y avait aussi ce petit aileron arrière actif. Non. Exactement. Cet aileron se déployait automatiquement au freinage pour augmenter la traînée et stabiliser la voiture. Tout était pensé pour optimiser les performances, que ce soit en ligne droite ou dans les virages. Et la suspension, comment s'articulait-elle avec cette aérodynamique de pointe? La suspension de la F1 était tout aussi sophistiquée que le reste de la voiture. Murray recherchait un équilibre parfait entre confort et performance. Une voiture capable d'être à l'aise aussi bien sur circuit que sur route. Pas facile de concilier ces deux aspects. Comment ont-ils réussi de tour de force? Ils ont opté pour une suspension à double triangulation. Un système complexe, mais très efficace qui permet d'ajuster finement le comportement de la voiture.
Chaque élément de la suspension a été méticuleusement étudié pour garantir une tenue de route exceptionnelle sans sacrifier le confort. Et la répartition du poids a-t-elle joué un rôle important dans l'équilibre de la voiture? Absolument. La répartition du poids est un élément crucial pour Murray. Il voulait un centre de gravité le plus bas possible et une répartition optimale du poids entre l'avant et l'arrière. C'est pour ça qu'il a choisi une configuration à 3 places, avec le conducteur au centre. D'accord, je comprends mieux maintenant pourquoi cette configuration était si importante pour lui. Et pour aller encore plus loin dans la recherche de la performance, la F1 était équipée de freins sans assistance. Pourquoi ce choix? L'absence d'assistance permettait d'avoir un feeling plus direct et une meilleure modulation du freinage. C'était un choix audacieux, mais qui s'inscrivait dans la philosophie de Murray de donner au conducteur un maximum de contrôle et de sensation. C'est clair qu'avec la F1, on est loin des voitures modernes bardées d'assistance électronique. C'était une voiture pour les puristes, les vrais pilotes qui aiment sentir la mécanique. Exactement. Et pour compléter ce tableau, la F1 était équipée de pneus spécifiques développés en collaboration avec Goodyear et d'une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports. Une boîte manuelle. Ça devient rare sur les supercars modernes. C'est un autre élément qui renforce le côté authentique et sans compromis de la F1. Et l'intérieur, parlons-en, on est loin du spartanisme de certaines voitures de course. Non, pas du tout. Murray voulait que la F1 soit aussi confortable et luxueuse qu'une GT. L'intérieur est un mélange parfait d'élégance et de sportivité siège en fibre de carbone moulé sur mesure, climatisation, système audio haut de gamme. Waouh! On est loin de l'image de la voiture de course dépouillée. Et chaque client recevait une montre Tag Heuer avec le numéro de série de sa F1. C'est la classe. C'est un petit détail qui montre bien le niveau d'exclusivité de la F1. Murray n'a rien laissé au hasard pour faire de cette voiture une expérience unique à tous les niveaux. Et les performances, parlons-en. La F1 est entrée dans la légende en établissant un record de vitesse incroyable. Oui, en 1988, une F1 modifiée a atteint la vitesse de 386,4 km/h, devenant la voiture de série la plus rapide au monde. Ce record a tenu pendant plusieurs années et a contribué à forger la légende de la F1. C'est une performance extraordinaire. Et au-delà de la vitesse de pointe, la F1 était aussi redoutable en accélération et en freinage. Absolument. Le 0 à 100 km/h était expédié en un peu plus de 3 secondes. Et le freinage était tout aussi impressionnant. La F1 était une voiture capable de performances ahurissantes, mais elle restait étonnamment facile à conduire. C'est ce qui la rend si spéciale, non? Cette combinaison de performances extrêmes et de facilité de prise en main. Elle n'était pas réservée à une élite de pilotes, mais accessible à tous ceux qui avaient la chance de s'installer à son volant. Exactement. Murray voulait créer une supercar performante, mais aussi utilisable au quotidien. Et il a réussi son pari. La F1 est une voiture qui peut tout faire. Vous emmener faire les courses, vous balader sur des petites routes de campagne, ou vous faire vivre des sensations fortes sur circuit. Vous emmener faire les courses, vous balader sur des petites routes de campagne, ou vous faire vivre des sensations fortes sur circuit. Et la F1, ce n'était pas seulement une voiture de route. Il y a aussi eu des versions de course. Les fameuses F1 GTR. Ah oui, les GTR, des monstres de compétition, qui ont marqué l'histoire du sport automobile. En 1995, elles ont créé la sensation en remportant les 24 heures du Mans, face à des prototypes bien plus puissants. C'était une victoire historique pour McLaren et pour la F1. C'est une preuve éclatante du potentiel de la F1 en compétition. Elle n'était pas seulement une supercar de route, mais une véritable bête de course, capable de rivaliser avec les meilleurs. Les GTR étaient des voitures impressionnantes, avec leur aérodynamique poussée à l'extrême et leur moteur préparé pour la compétition. On disait qu'elles pouvaient rouler au plafond à 160 km/h, tellement elles généraient d'appui. C'est une image amusante, mais qui illustre bien l'efficacité de leur aérodynamique. Les GTR ont repoussé les limites de la performance sur circuit et ont contribué à la légende de la F1. Et il y a aussi des variantes de la F1 pour la route, comme la LM, la HDK et la GT. La LM, c'était une version spéciale produite en série limitée pour célébrer la victoire de la F1 GTR aux 24 heures du Mans. La HDK, c'était une version encore plus radicale, avec un kit aérodynamique extrême. Et la GT, c'est une version homologuée pour la route, mais inspirée des GTR de course. Des voitures encore plus rares et plus exclusives que la F1 standard, de véritables objets de collection. Et saviez-vous que certaines F1 GTR ont été converties pour un usage routier? Oui, c'est assez incroyable. En ajoutant des silencieux, des sièges passagers, en modifiant la suspension et en retirant les restrictions d'air, elles ont pu être homologuées pour la route. Imaginez croiser une de ces bêtes sur une route de campagne. Ça doit être une expérience unique. La McLaren F1, c'est vraiment une voiture à part, une œuvre d'art automobile, un concentré de technologie et de passion. Un héritage incroyable qui continue de fasciner les amateurs d'automobiles du monde entier. On pourrait parler de la F1 pendant des heures, mais il est temps de conclure cette plongée dans l'univers de cette icône automobile. Oui,
On a fait un beau voyage au cœur de la légende F1. La McLaren F1, c'est bien plus qu'une simple voiture. C'est un symbole de l'ingénierie automobile à son apogée, une œuvre d'art sur roue qui continue de fasciner et d'inspirer les passionnés du monde entier. C'est une voiture qui a repoussé les limites de la performance, du design et de la technologie. Un véritable chef-d'œuvre qui restera à jamais gravé dans l'histoire de l'automobile. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode spécial de The Deep Dive conçu spécialement pour vous, les auditeurs de Vintage Car Chronicles. J'espère que vous avez apprécié cette plongée dans l'univers fascinant de la McLaren F1. Et n'oublie pas, Vintage Car Chronicles, c'est tous les jours. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures automobiles. À bientôt sur les mondes.